Donc si vous avez des questions pour engager Bon, la voilà, discussion... on a donc ces deux livres sont très différents au niveau de l'écriture. Enfin, Bleu et la morsure et la mise en force. Parce que Bleu et la morsure, c'est un roman, et la mise en force, ce sont des récits, 4 récits. Et en fait, j'ai pensé que ce serait intéressant de les réunir parce qu'en fait, l'univers est un petit peu semblable par certains côtés, bien que l'écriture soit très différente. En fait, c'est des personnages, vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez, mais se croisent, je trouve, d'une certaine façon. Ils sont cette étrangeté qui n'est pas la même, mais on pourrait dire une inquiétante étrangeté. Oui. Comment on dit en allemand déjà? Freud il disait Unheimlich. Ouais, unheimlich, ouais, c'est ça. Ouais. L'inquiétante étrangeté. Ouais, c'est un bon point de départ, l'inquiétante. Et vous l'avez ressenti dans les extraits qu'on a lus? Oui. Cette étrangeté, est-ce qu'elle est inquiétante pour vous? Déjà par les titres, ça annonce un peu... Vous pensez que les titres annoncent la couleur? Pas la couleur, non. Bah non, faut quand même lire. Oui, parce que bon, c'est... sinon, si on sait tout à l'avance... Là, vous n'avez pas... c'est une impression que vous pouvez avoir, mais pas le... Non, mais déjà, la mésenfance, comme titre, c'est... Enfin, sans savoir ce qu'il y a dedans. Bon, là, j'ai entendu quelque chose, mais en plus, c'est vrai que les deux textes, comme ça, enfin, tantôt l'un, tantôt l'autre, en plus, apparemment, enfin, il y a le roman, mais les vôtres, enfin, votre livre, c'est 4 histoires différentes ou c'est la... Non, ce sont 4 histoires différentes du même avec personnage, des personnages différents. Voilà. Donc, mais déjà la mésenfance, ça dit que... Alors la mésenfance, c'est un mot inventé qui m'est venu un jour, qui n'existe pas dans le dictionnaire et que je trouve très approprié à ce que j'ai écrit. Oui, mais enfin, moi ça me parle, enfin je me dis que la difficulté d'être un enfant, c'est quand même un mot certes inventé, mais c'est inquiétant. Tu veux dire c'est chargé? Oui, chargé, oui, c'est inquiétant, ça renvoie... C'est une enfance que je dirais désaccordée, avec ces 4 récits, Joseph ou l'enfant machine. C'est l'univers en fait de la judéité, voilà, pas du judaïsme, de la judéité, l'univers juif, disons. Donc Joseph, c'est un petit garçon qui est mis en demeure, si on peut dire, de garder, d'être le gardien des âmes des juifs assassinés et qui ne peut le faire qu'à travers une machine et qui se libère à un moment donné de ça parce qu'il est enfermé dans ce diktat de garder les âmes. Il rencontre un autre jeune garçon, on pourrait dire c'est l'univers de l'autisme, Victor, et avec qui il va partir, s'échapper, casser la machine, partir pour se sauver et de cette façon se libérer en fait de cette emprise. De cette emprise de l'emprise d'être gardien des âmes des morts. D'accord. De la judéité. Disons que ces récits sont sous forme poétique, écrits sous forme poétique. Et il y a l'homme au chapeau, c'est très différent. Enfin, l'idiote, c'est aussi l'univers de la judéité, puisque c'est une famille qui attend le retour de la mère, fait de l'épouse, qui est morte depuis longtemps dans les camps, et le père oblige sa famille à attendre le retour de cette femme qui ne revient pas et qui empêche donc la vie de passer, quoi, d'advenir en réalité. Et l'homme au chapeau, c'est un homme qui est enceint et qui va... Il est enceinte. Enceint. Donc qui attend un enfant. Oui, c'est ça. Voilà. Et qui est dans l'oppression en réalité, par rapport aussi au fait qu'il est étranger aux autres, et
poursuivi, pourchassé, à la fois parce qu'il est étranger, on ne sait pas vraiment bien, si aussi parce qu'il est enceint, qu'il attend un enfant, et que c'est des sortes de personnages de ce que je pourrais dire en anglais outlaw, quoi. C'est hors la loi, voilà, et qui sont obligés hors de ce monde en fait, qui sont obligés de s'échapper de ce monde qui les contraint, qui les oblige, qui les maltraite, etc. Et puis, et voilà, cet homme, il fuit avec son enfant dans le ventre et après, il accouche de cet enfant qui naît dans la mer. Voilà. Donc là, c'est l'extrait que vous avez entendu. L'homme au chapeau, c'est ce dernier récit, pour repréciser. Puis le lien avec mon personnage, c'est que moi, j'ai un personnage complètement abîmé, totalement misanthrope, qui refuse le monde, qui se crée une... Les seules femmes qu'il fréquente sont des prostituées. Ce sont les seuls rapports qu'il a avec des êtres humains. Il y a un vague ami qui surgit du passé, et puis on peut se demander mais pourquoi il en est là. Et puis petit à petit on découvre au travers du roman qu'il y a une enfance brisée qui explique cet état de fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien. Donc il y a bien sûr, il est aussi, comment tu dis en anglais, il est aussi hors la loi quelque part. Il est en dehors du monde d'une certaine manière. Mais c'est un choix, c'est une volonté, mais qui est consécutive. Le choix est consécutif à des événements particuliers qui ont eu lieu dans l'enfance, quoi. Et puis en retrouvant ce vieil ami, il y a cette histoire-là qui va ressurgir. Et parmi les femmes qu'il fréquente prostituées, il y en a une qui va être agressée sauvagement et on va l'accuser d'être lui l'auteur de l'agression. Raison pour laquelle... Hein ? Racontez pas. Non, je raconte pas tout. Je raconte pas tout. Et après, voilà, on comprend ce qui s'est passé, la partie d'enfance que vous avez entendue. On comprend qu'il était chez des ouvriers paysans, qu'il était dans un domaine, il était l'enfant de ça. Et puis dans ce domaine, il y a eu plein d'histoires particulières qui ont fait qu'il en a été réduit à ça. Il a hérité d'une partie du domaine, il est très riche. Et il se fait beaucoup d'argent parce qu'il écrit des romans dont il teste l'histoire auprès des prostituées. Il leur raconte des histoires. Et il teste leur réaction pour voir s'il tient une histoire qui les passionne. Il est édité sous pseudonyme et il a plein d'argent avec ses livres. Il est best-seller avec tous ses bouquins. Sauf qu'on ne connaît pas sa véritable identité. Après, je ne vous raconte pas comment ça se dénoue tout ça. Oui, c'est pas Romain Gary. Hein ? C'est pas Romain Gary qui... Non, c'est pas Maurice Non, Jarre c'est et tout Émile ça. Ajar. Ouais. C'est peut-être un clin d'œil à ça aussi, bien sûr, mais il n'est pas dit dans le livre qu'il reçoit le prix Goncourt 2 fois, avec 2 noms différents. Non, ce qui m'intéressait, c'est que en fait, dans ton livre, le mien, je pense, il y a la mort, mais il y a l'amour, ou l'amour à mort, c'est comme on voudra. Dans mes récits, Joseph rencontre Victor, et Victor qui ne parle pas, qui est mutique, qui a peur des orages, qui se glisse à l'intérieur de la terre pour éviter la souffrance. Et ces deux enfants vont partir ensemble dans le désert, quoi. Enfin bon, c'est une métaphore. Et c'est donc l'amour. Bon, dans le deuxième récit aussi, c'est le fils, l'idiote, le fils aime son père et veut le montrer, le prouver physiquement, et le père le repousse, mais il y a une tentative d'amour en tous les cas. L'homme au chapeau, c'est un grand amour en fait de cet homme pour son enfant. C'est un amour immense. Et ils vivent tous les deux au même rythme. Donc ton personnage, il y a de l'amour aussi qui passe, parce que par la prostituée qui a des sentiments pour lui, une forme d'amour en tous les cas pour ton personnage. Et qui, nos personnages, est-ce qu'ils peuvent pas être sauvés? Toi, c'est évident. Je vais pas te dire la fin, mais moi je laisse en suspens cette fin. Mais je pense l'homme au chapeau et ton personnage, c'est un peu la même fin.
J'espère à ce sujet que vous avez apprécié l'affiche. Hein, parce que c'est un homme avec un chapeau et qui tient un chien. On a, on a essayé de faire la jonction des deux sur le visuel, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais à part ça, vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce que vous avez Qu'est-ce qui a entendu? déclenché, alors l'une après l'autre ou l'autre après l'une, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ces livres? Comment ça s'est fait? Comment ça a démarré? Je te laisse l'honneur. Je sais pas, parce que c'est des récits que j'ai écrits il y a longtemps, alors, et qui ont été lus, interprétés. Il y a une mise en espace de Joseph ou l'enfant machine. Et cet enfant, en fait, il est en moi depuis des décennies. Je le porte. Mon désir aurait été, c'est trop tard et c'est même impossible, de prendre mon bouquin et d'aller faire les routes des villages de France avec Joseph, d'aller sur les places, face à l'église, au café, devant les personnes âgées sur leurs bancs, etc. Et de clamer un peu ce Joseph, parce que Joseph, il a été non, aimé par moi, mais par d'autres personnes autour de moi, et qui l'emportaient aussi. Je pourrais le faire sur des places des villages, sauf que je ne pourrais plus le faire, parce que j'aurais pas l'autorisation, parce qu'il faut ceci, cela. J'aurais la police à mes trousses tout de suite, sans être parano, mais en fait, je ne pourrais plus le faire. On pouvait le faire peut-être il y a 20 ans, 30 ans, oui, c'était possible. Aujourd'hui, non. Et voilà, il m'est venu comme ça, parce que, bon, je suis dans cet univers aussi de ma judéité, et donc c'est important pour moi. Il m'est venu, je ne sais pas comment. L'homme au chapeau, je ne sais pas non plus. L'idiote, je ne sais pas non plus. C'est des flashs comme ça, et à partir de ces flashs, il y a la solitude, voilà. Je pense que ce qui nous réunit aussi dans ces personnages, c'est que, enfin, pour moi en tous les cas, c'est la plus haute des solitudes. C'est la plus profonde des solitudes qui empreint les personnages. Ils sont empreints de cette solitude-là, absolument indéfectible et éternelle. On ne peut rien faire. On est dans cette solitude, et c'est ma propre solitude, je pense, qui a fait naître ces personnages. Voilà. À toi alors. Moi, je ne savais pas du tout ce que j'avais. La seule idée de départ, c'était un personnage absolument antipathique. Je voulais faire le portrait de quelqu'un de mauvais, de méchant, de détestable, qui aurait tous les défauts de ce que j'aime pas chez un être humain, quoi. Je voulais qu'il contienne tout ça. Mais au final, donc j'étais partie sur... Au final, on l'aime, ton personnage. Bah moi aussi, au final. Et puis, c'est parti sur cette idée où je voulais que ce soit que lui, le narrateur. C'était une seule personne, c'était le je narrateur. Et au bout de 30 pages avec je me suis dit, je vais jamais tenir 150 pages avec le même personnage et un seul personnage. Et j'ai commencé à me poser des questions rédhibitoires, mais pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il en soit qu'il soit résolument contre le monde et contre autrui, sans aucune altérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à apporter des éléments de réponse sur des bribes de renseignements de « il s'est passé ça et ça », je me suis dit, bon là, il faut que je garde l'intérêt du lecteur, il faut que je relance son intérêt par ce qu'on appelle en dramaturgie l'effet de rebondissement ou l'effet de surprise. Et je veux relancer l'envie de continuer à lire l'histoire, quoi. Donc j'ai inventé au fur et à mesure des événements, des personnages, d'autres personnages sont arrivés, en plus des prostituées dont lui dressait le portrait uniquement au départ. Et puis ils ont construit ce qui appartient à son passé, et ça a raconté le pourquoi de cette situation et le comment de cette situation. Voilà. Et toujours sans plan, je continuais à avancer. Après je me disais non mais il manque quelque chose d'inattendu. Donc je repartais sur quelque chose d'inattendu et ça relançait le récit. Et jusqu'au bout, voilà. Enfin, mais après ça, j'ai eu du plaisir à l'écrire. Ça, c'est le mythe de on écrit dans la souffrance et la douleur.
Moi, je l'ai pas vécu dans ce livre. Pas forcément. Je l'ai pas vécu à propos de ce livre. Peut-être que parce que, comme dit Aline, peut-être que je me suis attachée au personnage aussi. Et je l'aimais suffisamment bien pour que j'ai du plaisir à parler de lui. Au travers de lui ou d'autres, qui parlent de lui ou de scènes qu'ils ont vécues avec leur propre regard. Il y a aussi des différents points de vue. Il y a des chapitres qui commencent en disant le journaliste selon tel un tel. Le journaliste va raconter quelque chose. Donc il y a des chapitres qui sont vraiment le récit d'une histoire dont on a déjà eu une forme d'approche, mais qui vont être vues sous un angle complètement différent parce que c'est selon quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Est-ce qu'avant de passer à l'écriture, la première phrase, pour vous deux, est-ce que ces histoires, on les rêve avant? Laissez-moi finir parce que moi je ne sais pas débattre. Est-ce qu'on les rêve avant ou est-ce qu'on les tricote pendant qu'on s'y met à écrire? Est-ce que toi tu as dit, comme tu as expliqué, là je vais écrire un bad boy quoi, parce que vous aimez bien parler anglais, je le fais aussi. Et est-ce que moi j'aime pas beaucoup, mais bon. Et du coup tu vois c'est ce qui me, par rapport à ce que je peux faire, bon, je ne peux pas parler de moi parce que je ne suis pas là pour ça. Tu peux. Quand tu as raconté, tu as décliné au fur et à mesure comment tu décrivais et que tu as dit non, je vais pas lui faire dire ça, il va pas être comme ça. Je veux savoir, est-ce que tu l'as rêvé cette histoire avant de t'y mettre? Comment ça se passe quand on se met à écrire pour vous? Ouya. Au moment où tu es dans le processus d'écriture qui dure quand même un certain temps, on n'écrit pas en 3 jours un truc mais toi, je parle de 130 pages. Non, mais pour te répondre, au début, quand tu commences le récit, évidemment que tu rentres dans un processus où tu vas être imprégné par ton récit, tu vas y penser sans arrêt. Ouais. Et moi, j'ai des moments clés d'inspiration qui sont juste avant de m'endormir. Alors évidemment que je ne sors pas de mon lit pour bondir sur l'ordinateur à ce moment-là. Donc du coup, je rate des trucs parce qu'il y a des choses dont je ne me souviens pas. Mais les bribes de ce qui me reste, de ce à quoi j'ai pensé le soir d'avant, j'en ai pas rêvé. Mais dans le pré-sommeil, j'y ai songé, j'ai eu des idées. Et c'est ces bribes de ce qui me reste le lendemain que j'essaye de mettre sur papier. Parce que comme tu as écrit d'autres livres différents un peu, dans la conception. Oui, bien sûr. Moi j'ai lu celui qui est là, dans la main de madame, je crois. Tu la baises? Ouais. C'est une autre... Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Ouais, strictement rien à voir. Je suis admirative parce que ça veut dire qu'on peut arriver à écrire aussi une histoire qui est plus linéaire, avec... un début, un milieu, une fin, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'interroge, madame... Béatrice. Comment vous articulez, en tout cas, très proprement vos phrases, hein, pour les avoir entendues, là. Comment vous fonctionnez? En fait, au départ, j'écris de la poésie, voilà. Donc, en fait, tout ce que j'écris est poétique. Mon livre précédent, enfin, un de mes livres, j'en ai pas écrit beaucoup, hein, cela dit. C'est inspiré des tableaux d'Edouard Hopper et c'est sous forme poétique. Il est épuisé, j'espère qu'un éditeur décidera à publier, peut-être les éditions La Lucarne des écrivains. Mais je pars toujours d'un coup de foot formidable. Donc, par exemple, Joseph s'est inspiré, il est né après la lecture de Bettelheim, l'enfant forteresse, la forteresse vide, par exemple. Et tout de suite, j'ai eu cette vision de cet enfant. Et l'écriture vient naturellement et je travaille énormément l'écriture. Je peux rester des jours, des semaines sur un mot. C'est clair. Sur un mot, oui, voilà. Et donc, L'homme au chapeau, je ne sais pas d'où il est né, c'est très... Je suis étonnée moi-même de l'avoir écrit. Oui, c'est ça qui est surprenant, c'est l'écriture magique, quoi. Parce que des fois, on s'étonne de ce qu'on...
On le lit de soi. C'est moi qui ai écrit ça. Oui, c'est vrai. C'est Très bizarre souvent, ça. ouais. C'est Ça, vrai. je crois Ouais. que tous les auteurs Ouais. qui C'est sont vrai. présents dans la Ça, c'est salle vrai. Hein. peuvent en Franchement, témoigner. Il y a très souvent des Ah textes, oui. tout à coup, ah ouais, c'est c'est moi moi. qui ai écrit ça. Ouais, ouais. C'est vrai. Enfin, on peut trouver aussi que c'est complètement nul ce qu'on dit. Ah ben oui, Ah, mais ça, non, mais on peut se dire, oh, quelle horreur, c'est moi qui ai écrit cette L'un lettre. n'empêche pas l'autre. Hein. N'empêche Ah, bah pas oui. l'autre. Hein. Ah oui, Les non, non, c'est corbeilles pas, qui- c'est les pas pour corbe- se passer de la pommade. Hein, Il y a je les veux dire. corbeilles qui se remplissent vite. Hein. Tous Non, mais les c'est vrai avis que sont... comme le plus souvent on doute et souvent Oui. on trouve c'est nul ce Ouais. qu'on écrit, Ouais. quand on retombe sur un texte passé Ouais. qu'on a complètement oublié et qu'on le dit, relit, on se dit ah bah, Bah finalement merde, c'est pas mal, hein, finalement. non mais c'est finalement vrai, je croyais hein. que j'étais nulle mais il y avait Voilà, quand même des idées. exactement. Ça mais arrive en à fait, tous les gens qui écrivent, si je vous pense, voulez, hein. Non mais c'est vrai. hein. Là où ça passe ou ça ne C'est passe vrai. pas, c'est quand c'est lu à voix haute Oui. et Oui. interprété. Ouais, ouais, ouais. Et là, Ouais. bon, on voit, c'est extrêmement délicat, disons, Mhm. parce que on voit les choses comme à travers une loupe Mhm. qui grossit, quoi. Ouais. Enfin. Mhm. Alors là, on sait si c'est de l'écriture ou pas. Bah oui, parce que il faut l'entendre. Et tu relis toujours tes textes à haute voix? Oui, oui, je lis à haute voix, oui, mes poèmes, par exemple, là, j'ai des poèmes. Avec aussi. Armel, le premier recueil, c'est ce qu'on a fait, on a lu tous les poèmes à haute voix. Oui, Chaque C'est poème, très on les a lus important. à haute voix. Mhm. C'est très important d'avoir le son. La musique. Il y a la musique des mots. Hein, d'ailleurs, c'est le prochain thème du printemps. Pas du printemps, qu'est-ce que je raconte Non, ça va être l'automne, là. du marché de la du poésie, même marché avant, de, quand même. du De la marché de la poésie, Ah ouais. qui Ah est bon le son du poème. Et justement, Ah bon. il y a un, oui, il y a un, bah, c'est bientôt. Il y a le son. Il y a, Son moi, je éclat. sais que personnellement, c'est vrai que j'entends. Il faut que j'entende. J'écris en entendant. Mhm. oui, Il parce y a une que espèce de rythme qui se fait comme, alors, comme disait Armel, les chansons. Mais du je coup, sais pas comment quoi. on passe Et donc c'est très curieux. Chacun a sa façon d'écrire, mais il y a la sonorité qui n'est pas forcément un son. Il y a la musique des mots, hein, voilà. Bien sûr. Point Et, final. on Alors peut- après chacun écrit, mais ça. on peut ne pas dire à haute voix les mots qu'on est en Voilà. train d'écrire, mais peut on a les- une voix voilà, intérieure exactement. qui nous les dit Et et on c'est les vrai que- entend. voilà, Je suis assez exactement. d'accord. Et même des Moi, fois c'est ça comme parle, que ça me parle. même des fois Voilà. ça parle et c'est pas nous qui nous. Et des Et fois, là, c'est c'est autre quelquefois- chose, hein, ouais, c'est Bon, là, genre, c'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème, mais c'est quelquefois étonnant, hein, parce, Ouais. que, parce que tu as l'impression, enfin ça dépend des gens, tu as parfois l'impression que les mots ils vont se poser là sur la page. Alors je parle pas de l'écriture, comment on appelle ça Automatique. Oui, voilà, Mm, mm. c'est autre chose. Ça encore. c'est encore autre chose. ouais. Mais c'est intéressant hein, d'échanger la façon dont les gens écrivent et ressentent la façon. Enfin, il y a c'est pareil, il y a ceux qui écrivent au stylo, ceux qui peuvent plus se passer du stylo, ceux qui écrivent directement Au clavier. ouais. Voilà, enfin, c'est un grand débat. Aline, tu voulais ajouter un Non, truc je me demandais juste comment on passe de l'écriture du poème à la fiction. Si l'une et l'autre, vous aviez d'abord écrit des poèmes et après des textes donc plus... pas dans la même forme de rédaction, tout en... Ou si c'était l'inverse, ou si vous avez d'abord commencé par... ou les deux en même temps. Enfin, je pense que toi c'est très différent. Moi, j'ai toujours eu l'écriture poétique. En fait, c'est tout ce que j'ai écrit, même si c'est en prose, c'est poétique. voilà. C'est ouais. pareil, Mm. c'est pareil. Donc, mais toi, donc, tu écris. Alors des moi la romans et poésie de la c'est venu. poésie. La poésie c'est venu très tard. En fait c'est venu avec Facebook, mais parce que j'ai tenté avec Facebook de combattre ma procrastination. Parce que j'avais vraiment de la peine à être régulière dans l'écriture. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi la forme poétique, Oui. sans prétendre écrire de la poésie, parce que c'est court, parce qu'on va à la ligne, et parce que voilà, c'est torché, enfin, c'est assez vite fait. Moi, je prends pas 3 plombes à réfléchir sur un mot. Attends. Non, mais je parle de moi, là. hein. Ah oui, tu me rassures là. Je sais qu'elle peut passer des semaines sur un Ah bah mot, oui, moi oui, pas ouais. du tout. Moi le mot il vient, s'il me plaît à peu près, ça va. Donc voilà. Mais c'était un texte par jour, sans aucune prétention poétique en fait. C'était ça au départ. Et parallèlement à ça, avant, il y avait déjà eu de la fiction. J'avais Oui, un voilà. vieux manuscrit qui traînait dans un tiroir et qui a été publié 20 ans après, qui était de la fiction, qui est le Tu la baises. Donc là c'était roman.
Et puis parallèlement à ça, sur Facebook, il y en a quand même 2-3 qui sont arrivés vers moi en me disant tu devrais faire un recueil, machin truc. Et puis après, on copie-colle nos vieux poèmes et on essaie de trouver un agencement, une cohérence. Et puis il y a eu un premier recueil de poésie qui s'est enchaîné avec d'autres. Oui. Mais c'était pas c'était pas une vocation, ça l'est toujours pas d'ailleurs. D'ailleurs là j'en ai un peu marre. Je veux bien continuer à écrire pour Facebook, mais continuer les recueils, il y en a déjà 4, enfin bon voilà quoi, ou 3, je sais plus, bref. Mais par contre sur le roman, ce qui est important, c'est dans le style de l'écriture, quels que soient les genres que j'aborde, j'essaye de trouver, j'ai une attention au style, c'est-à-dire que ce qui jaillit dans ma poésie, toujours avec des gros guillemets, mes textes poétiques, je pense que ça existe aussi dans mes écritures de romans, quoi. Quand même, ouais. Parce que je suis attentive quand même. En même temps, tu as une écriture quand même très ciselée, très précise. Moi, j'ai trouvé dans Bleu et la morsure, c'est assez précis. Bleu et la morsure, ouais, ça c'est quand même très précis, très précis, analysé au niveau des personnages. On dirait pas que, enfin, si ça paraît travaillé en tout cas. Enfin, je sais pas, fluide et en même temps, voilà, il y a un travail sur l'écriture, quoi. Bon, après, il peut y avoir des plantés. Hein. Le suivant, au départ, tout le monde, il y en a un qui m'a dit c'est un mauvais roman et c'est bien de faire des mauvais romans, c'est très formateur, quoi. Donc si je l'avais écouté lui, je l'aurais foutu à la poubelle. Donc là, il y a eu un gros travail de réécriture autour. Ouais. Mais après, pour revenir sur les genres différents, c'est toi Brigitte qui demandait. Moi, j'essaie de jamais faire la même chose. Même sur Facebook, si j'ai 2 textes qui se ressemblent, ça m'insupporte d'abord moi. J'aurais pas envie qu'on se dise ah tiens c'est du Anne Perrin, quoi. J'aurais vraiment pas envie, quoi. Donc j'essaie chaque fois de parler de choses différentes, d'avoir un style différent si possible dans la mesure de mes capacités, parce que j'ai pas envie de me ressembler à moi-même, quoi. Surtout pas. Voilà, ça c'est une posture. Il y a quand même des thèmes qui vous oui, il y a des thèmes. Il y a de manière générale, ce qui me meut dans l'écriture, c'est l'indignation, ça c'est Bleu et la morsure, ou l'amour. C'est quel cas de Tu la baises ou Cet amour-là ou des choses comme ça, quoi. D'autres titres de livres. C'est l'amour et l'indignation, c'est deux phares de moteurs de sujets centraux, si vous voulez. Vous puisez dans ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique? Non, ou non, jamais. Tout est inventé. L'autofiction ne m'intéresse pas, ni chez moi ni chez les autres d'ailleurs. C'est très à la mode, je sais. Non, c'est pas. Moi, je pense pas que ce soit à la mode. Je sais pas. Proust. Non, mais c'est ce qui se vend le plus en ce moment. C'est pour ça que je dis que c'est à la mode. Mais non, moi, ça m'intéresse pas. Non. Ma vie, je pense pas que ma vie représente le moindre intérêt sur un mais plan. c'est pas votre vie. Enfin, en même temps, je sais pas, vous devez quand même. Enfin, quand on. Mais il y a toujours un peu de soi quand même on écrit. On écrit, il y a toujours un petit peu de soi. De toute façon, c'est obligatoire. Bien sûr. Quand on peigne, quand on. Enfin, je sais pas. Pardon. Tu dis quoi? Non, on disait oui, ensemble. Et ton écriture, elle évolue. Est-ce que tu penses que tu as progressé? Toujours moi là? Il y a Béatrice oui. là. Je connais pas trop. Sur les textes avec retour à la ligne, pour pas parler de poésie, sur les textes retour à la ligne, ouais, quoi. J'ai les souvenirs de Facebook qui débarquent il y a 5 ans en arrière, je me dis, oh mon Dieu, je crois que tu as quand même fait des progrès, ma fille. Ouais, les textes poétiques de départ, on évolue tous. C'est assez catastrophique. Ouais. Et toi, Béatrice, tu disais donc ces textes, tu les as écrits il y a longtemps et tu travailles en ce moment sur un autre texte? Non, j'ai écrit des poèmes. Des poèmes? Bon, que j'ai rassemblés, mais après on verra. D'accord. Je retravaille sur une peintre, j'ai écrit donc Où êtes-vous, Edward Hopper, qui est une ballade inspirée des tableaux d'Edward Hopper. C'est très musical en même temps. Et ça m'a beaucoup plu de le faire. Et j'avais un texte sur Hélène Scherbeck, qui est une peintre finlandaise, très différente de Hopper, mais ces deux peintres se rejoignent dans toujours le thème de la solitude. Scherbeck, elle est connue pour ses autoportraits, oui, c'est ça. Voilà, mais enfin, elle a peint
Elle a inventé des couleurs, on s'est inspiré d'elle. Elle grattait toujours ses tableaux, elle les travaillait sans arrêt, elle était dans la solitude, elle était d'Helsinki, mais elle a vécu en Suède. Elle a une grande histoire d'amour, mais qui s'est brisée parce que l'homme qu'elle aimait l'a quittée, il s'est pratiquement rien passé entre eux, et elle a vécu toute sa vie avec sa mère, dans la solitude très profonde. Et elle a peint et elle s'est peinte elle-même sur des décennies, jusqu'à arriver à disparaître en fait. C'est absolument incroyable. À la fin, il ne reste plus qu'une ligne. Et puis dans ses autoportraits, c'est un regard absolument pétrifiant en réalité, qui pétrifie totalement, quoi. Elle sait travailler beaucoup ses autoportraits. Mais les personnages de Hopper on parle de solitude, c'est plutôt la séparation entre les gens, entre les êtres, donc c'est ça qui m'intéressait. Donc je retravaille sur Scherbeck, Hélène Scherbeck, et puis mais au départ j'ai écrit des adaptations pour le théâtre, et c'est pas anodin que je me sois attachée à Herman Melville et Bartleby. Et d'ailleurs un jour Armel m'a dit mais tu te Barthelbellises. Bellise, c'est ça. Et ça m'est resté, tu me l'as dit il y a très longtemps. Et effectivement, je me Barthelbellise et je deviens Bartleby. Je deviendrai Bartleby sans doute. Mais tu ne disparaîtras pas. Si, c'est possible que je disparaisse. À travers ton œuvre, je veux dire. Mais comme Bartleby. Mais parce que c'est ces personnages-là qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'ils transforment les autres aussi, parce que le rapport entre Bartleby et l'homme de loi est complètement subjugué et complètement pris par Bartleby, complètement possédé. Il est possédé par Bartleby. Il ne comprend pas Bartleby, il finit par... et ça le modifie complètement dans son esprit, dans son état d'homme de loi, d'homme de la loi, quoi. Enfin, je dis ça, je parle d'autre chose, mais bon, j'ai fait ça, quoi. Bartleby, Les Grandes Espérances de Dickens. Enfin, bon, voilà. Etil Soum, je travaille sur Etil Soum aussi. Enfin, c'est des thèmes qui m'intéressent en réalité. Mais quand j'ai écouté le récit, moi je n'ai pas ressenti la solitude, j'ai ressenti au contraire un lien fusionnel, la marge des deux enfants, et puis ensuite cet homme. Enfin, je trouve que ça, pour moi, je ne l'ai pas ressenti comme de la solitude. En fait, il est encerclé par le monde, et avec ces gens qui regardent par les fenêtres, par la fenêtre, qui l'épient, etc. Avec la concierge aussi qui ne le supporte pas. Enfin, il fuit. Mais la solitude, bon, tant mieux si. Enfin, je ne sais pas, tant mieux. Moi, je suis d'accord, il y a un sentiment de plénitude, même par moment. Quand il parle de cet état fusionnel, et une forme de plénitude, je trouve. Oui. Donc, il y a une plénitude entre lui et l'enfant, oui. Enfin, l'enfant à naître et l'enfant qui naît. Et au moment où il naît, bon, voilà, il est poursuivi. On va entrer chez lui, on ne sait pas ce qui va se passer après. La police, la loi qui va pénétrer et peut-être l'empêcher d'aller jusqu'au bout de cet amour, en tous les cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour entre... Et puis il y a une histoire du chapeau. Il n'est pas tout seul parce qu'il a son chapeau. Parce qu'il a son chapeau et lui ont traversé plein d'époques, plein de bagarres, plein de choses terribles. Et son chapeau, c'est lui-même. Il parle. Donc il y a des moments d'humour aussi, quoi. J'aime bien mettre de l'humour dans mes textes. L'humour un peu ravageur, quoi. Voilà. Le chapeau, c'est une poésie incroyable. Le texte. Oui, il est